Salut à tous les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des scandales les plus incroyables et les plus dévastateurs de l'histoire de France, l'affaire du collier de la reine. Imaginez un cocktail explosif, une reine déjà impopulaire, un cardinal prêt à tout pour retrouver les faveurs royales, une escroc de génie et un bijou d'une valeur astronomique. Cette histoire, c'est piètre, c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est une véritable bombe qui va ébranler la monarchie française et accélérer sa chute vers la Révolution. Accrochez-vous car vous allez voir que la réalité dépasse souvent la fiction. Tout commence avec un objet de pure folie, un collier de diamants absolument monumental. Pensez-y, près de 650 pierres précieuses totalisant presque 3000 carats, une véritable cascade de lumière. Ce bijou avait été commandé à l'origine par Louis XV pour sa favorite, la comtesse du Barry, mais le roi meurt avant de pouvoir l'offrir, et les joailliers Beumeur et Bassange se retrouvent avec cette merveille invendable sur les bras. Le collier est trop gros, trop ostentatoire et surtout incroyablement cher. Son prix 1,6 million de livres. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 3 magnifiques châteaux, avec leurs terres et leurs fermes. Une fortune colossale. Même la reine Marie-Antoinette, pourtant connue pour son goût du luxe, refuse le collier à plusieurs reprises, le jugeant de mauvais goût et bien trop coûteux pour les finances du royaume. Le bijou maudit reste donc dans son écrin, attendant son heure. C'est là qu'entre en scène notre principale protagoniste, Jeanne de Valois-Saint-Rémy, qui se fait appeler la comtesse de la Motte. C'est une femme fascinante et manipulatrice. Descendante illégitime d'un roi de France, Henri II, elle vit dans une précarité constante mais rêve de grandeur. Intrigante et sans scrupules, elle est prête à tout pour s'enrichir et retrouver un statut. Elle réussit à s'introduire dans les cercles de la haute société et devient la maîtresse d'un personnage clé de notre histoire, le cardinal de Rohan, prince-évêque de Strasbourg, grand aumônier de France. Rohan est richissime et puissant, mais il a un problème, il est en disgrâce totale auprès de Marie-Antoinette. La reine le déteste ouvertement et cela l'empêche de réaliser son plus grand rêve, devenir Premier ministre. Jeanne de la Motte voit là une opportunité en or. Flairant la vanité et l'ambition démesurée du cardinal, elle lui fait croire qu'elle est une amie intime et une confidente de la reine. C'est un pur mensonge, mais Rohan, désespéré, tombe dans le panneau. La comtesse de la Motte met en place une machination diabolique. Elle commence par organiser une fausse correspondance entre le cardinal et la reine. Elle écrit elle-même de fausses lettres, imitant le style de Marie-Antoinette, dans lesquelles la reine laisse entendre qu'elle pourrait pardonner à Rohan et lui accorder enfin ses faveurs. Le cardinal, fou de joie, ne se doute de rien et commence à répondre, confiant ses lettres à Jeanne, qui bien sûr ne les transmet jamais. Pour rendre son mensonge encore plus crédible, elle va organiser le point culminant de sa manipulation. Une nuit d'été, dans les bosquets du parc de Versailles, elle met en scène une rencontre secrète entre le cardinal et une fausse Marie-Antoinette. Pour jouer le rôle de la reine, elle engage une prostituée parisienne nommée Nicole Le Guay. Dans la pénombre, le cardinal aperçoit une silhouette féminine qui ressemble à la reine. La fausse Marie-Antoinette lui tend une rose en murmurant quelques mots de pardon avant de disparaître. Pour Rohan, c'est la preuve ultime. Il est complètement ferré, aveuglé par son désir de plaire. Le piège est maintenant parfaitement en place. La comtesse de la Motte sait qu'elle peut passer à l'étape finale de son plan audacieux. Profitant de la crédulité totale du cardinal, Jeanne lui explique que la reine désire secrètement acheter le fameux collier des joailliers Beumeur et Bassange. Mais, ne voulant pas que le roi soit au courant d'une telle dépense, elle aurait besoin d'un intermédiaire discret pour négocier l'achat en son nom. Et qui de mieux placé que son nouvel ami, le cardinal de Rohan? C'est le test ultime de sa loyauté. Convaincu d'agir pour le compte de la reine et de sceller ainsi son retour en grâce, le cardinal accepte sans hésiter. En février 1785, il se rend chez les joailliers. Connaissant sa fortune et son statut et rassuré par les garanties qu'il apporte, Beumeur et Bassange lui remettent le collier. Le paiement sera échelonné. Rohan, fier de sa mission, confie le précieux écrin à la comtesse de la Motte, pensant qu'elle le remettra à la reine. Mais bien sûr, le collier n'arrivera jamais à Versailles. Dès qu'elle a le bijou entre les mains, Jeanne et son mari s'empressent de le dépecer. Avec une tenaille, ils arrachent un par un les magnifiques diamants. Le couple s'enfuit ensuite pour vendre les pierres séparément à Paris et à Londres. Une boucherie qui leur rapporte environ 600 000 livres. Une somme énorme, mais bien loin de la valeur réelle du collier. Pendant ce temps, les mois passent. Les joailliers, ne voyant pas arriver le premier versement, commencent à s'inquiéter. Ils finissent par s'adresser directement à la reine Marie-Antoinette pour réclamer leur argent. Et là, c'est la stupeur. La reine tombe des nues. Elle n'a jamais commandé ce collier, n'a jamais écrit à Rohan et n'a jamais rien demandé.
Elle comprend qu'une escroquerie monstre a eu lieu. Le scandale éclate au grand jour le 15 août 1785, jour de l'Assomption, l'une des fêtes les plus importantes à la cour. Le roi Louis XVI, furieux, convoque le cardinal de Rohan juste avant la messe. Devant le roi et la reine qui exigent des explications, le cardinal bredouille montre les fausses lettres signées Marie-Antoinette de France, une erreur grossière, car les reines ne signent que de leur prénom. Il comprend enfin qu'il a été la victime d'une manipulation. C'est l'humiliation suprême. Sur ordre du roi, le cardinal de Rohan, en habit de cérémonie, est arrêté en pleine galerie des Glaces, devant toute la cour médusée. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Un des plus hauts dignitaires de l'Église et du royaume est jeté à la Bastille. L'affaire devient immédiatement publique et politique. En décidant d'un procès public plutôt que de régler l'affaire en interne, Louis XVI commet une erreur politique magistrale. Il expose la monarchie et la reine à un déferlement de critiques. La presse de l'époque, notamment les journaux pamphlétaires clandestins, s'empare de l'histoire. Le procès devient le feuilleton de l'année, alimentant toutes les rumeurs. Les libellistes se déchaînent. On imagine des liaisons secrètes entre Marie-Antoinette et la comtesse de La Motte. On dépeint le cardinal comme un libertin. On ajoute même à l'histoire un mage et aventurier, Cagliostro, qui aurait conseillé Rohan. C'est un délire total, un mélange de faits et de fantasmes qui salit tout le monde. Comme le dira un parlementaire de l'époque, que de fange sur la crosse et le sceptre, quel triomphe pour les idées de liberté. Le verdict du procès, rendu en mai 1786, est un désastre pour la reine. À la surprise générale, le cardinal de Rohan est acquitté. La foule parisienne exulte et célèbre le cardinal innocent, voyant en lui une victime de la tyrannie royale. La fausse reine, Nicole Le Guay, écope d'un simple blâme. Seule la comtesse de La Motte est lourdement condamnée. Elle est fouettée en public, marquée au fer rouge de la lettre V pour voleuse et enfermée à vie à la prison de la Salpêtrière. Pour Marie-Antoinette, c'est une humiliation insupportable. Le tribunal a innocenté celui qui l'a salie, et le peuple a pris son parti contre elle. Son image est durablement ternie. Elle devient Madame Déficit, l'Autrichienne dépensière et capricieuse, responsable de tous les maux du royaume. Cette affaire a des conséquences politiques terribles. Elle arrive au pire moment. Le royaume est déjà en crise financière. La reine était déjà impopulaire, critiquée pour ses dépenses à Trianon, sa garde-robe et les rumeurs sur l'intimité du couple royal qui avait mis 8 ans à avoir un enfant. L'affaire du collier est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle cristallise toutes les haines et les frustrations contre le régime. Le Parlement de Paris, en conflit avec le roi, profite du scandale pour affaiblir le gouvernement et bloquer les réformes fiscales qui visaient à faire payer des impôts aux privilégiés. La monarchie est paralysée, discréditée et semble incapable de se réformer. Et que devient notre escroc Jeanne de La Motte ? De manière assez mystérieuse, elle parvient à s'évader de sa prison quelques mois plus tard et se réfugie à Londres. De là, elle continue à nuire à la monarchie en publiant ses mémoires, un tissu de mensonges où elle se présente en victime et accuse la reine. Elle menace même de publier un livre encore plus scandaleux. Louis XVI, affolé, envoie des agents secrets pour la soudoyer et détruire les exemplaires. Jeanne mourra finalement en 1791 en tombant d'une fenêtre, mais son poison continuera de se répandre. Un exemplaire de son dernier pamphlet échappera à la destruction et sera réimprimé. Mais à ce moment-là, la Révolution est déjà en marche et la monarchie agonise. L'affaire du collier n'a pas causé la Révolution française, mais elle a sans aucun doute creusé la tombe de l'Ancien Régime. Elle a révélé la fragilité de la monarchie, détruit la réputation de la reine et offert aux opposants du régime une arme de propagande redoutable. Une histoire rocambolesque de cupidité, de vanité et de manipulation qui a changé le cours de l'histoire. Voilà pour ce plongeon dans l'un des plus grands scandales de la monarchie française. J'espère que cette histoire vous a captivé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'histoire.